Il y a différents types de pouvoir. Un type de pouvoir, ce serait en quelque sorte le pouvoir direct. A dit à B que B doit faire je ne sais quoi. Et B le fait. Dans ce cas-là, A a du pouvoir sur B. Mais il y a une forme de pouvoir qui est beaucoup plus englobante et beaucoup plus profonde, et c'est le pouvoir structurel. C'est la capacité à fixer les règles du jeu. Et quand on est en mesure de fixer les règles du jeu, eh bien, on peut orienter les règles de sorte à en tirer un bénéfice toujours un peu plus important que les autres. Donc les États-Unis ont la capacité unique de fixer les règles dans lesquelles les autres pays et leurs entreprises évoluent. Et donc fixer les règles dans lesquelles les autres évoluent, ce n'est rien d'autre que de déterminer comment fonctionnent les infrastructures, contrôler les infrastructures de la mondialisation. Donc c'est extrêmement important. Donc on n'a pas besoin de dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. Il suffit de fixer les règles et de laisser les autres jouer dans des règles qui nous sont favorables. Et c'est précisément ce dont bénéficient les États-Unis et ce que conteste la Chine qui voudrait écrire des règles sino-centrées pour l'économie mondiale. Quand on crée les règles du jeu, il faut quand même que les autres les acceptent aussi. Donc il faut apparaître comme une puissance qui assure un ordre mondial désirable pour tout le monde. Donc il faut que les autres se reconnaissent dans les règles qu'on fixe. Donc là intervient l'idée de consentement. Donc les États-Unis doivent générer du consentement, c'est-à-dire doivent réussir à ce que les autres se reconnaissent spontanément dans l'ordre mondial qui leur est proposé par les États-Unis. Donc là, il y a une dimension culturelle assez importante, avec les sanctions financières contre la Russie qui ont fait suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Les États-Unis ont clairement essayé de jouer sur la suprématie du dollar, c'est-à-dire sur leur maîtrise de l'infrastructure monétaire mondiale. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la Chine a déjà réussi à monter une infrastructure qui permet quand même, dans une bonne mesure, de contourner le contrôle américain des infrastructures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sanctions financières, notamment autour de SWIFT, ce qui rend beaucoup plus difficile pour un certain nombre de grandes banques américaines de réaliser des transactions. Donc, c'est évidemment très embêtant, parce que quand une banque ne peut pas réaliser des transactions, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner. Donc elle ne peut pas réaliser des transactions, notamment internationales. Et donc, c'est embêtant pour un pays comme la Russie qui exporte beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz et d'autres matières premières. Donc, on aurait pu, et c'était le pari à Washington et aussi à Bruxelles, on aurait pu s'attendre à ce que assez vite la Russie cède parce qu'elle serait enfoncée dans des difficultés économiques considérables. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? La Russie, elle ne cède pas. Il n'y a pas vraiment de crise économique. Le commerce extérieur continue. Et donc là, on commence à se dire, mais comment ça se fait? Et là, j'ai mobilisé des données de la Banque centrale russe. C'est des données qui nous montrent dans quelle monnaie est facturé le commerce extérieur russe. Et alors, avant les sanctions, c'était surtout le dollar américain, pas mal aussi l'euro, et un tout petit peu en rouble, mais quasiment rien. Plus des 2/3 du commerce extérieur russe était facturé, soit et surtout en dollars, et dans une moindre mesure en euros. Et là, en 1 an et demi de sanctions, les relations se sont inversées, c'est-à-dire que maintenant, c'est surtout le renminbi chinois et aussi le rouble russe, et l'euro et le dollar ne représentent plus grand-chose. Et donc, là, on peut se demander, mais comment c'est possible que la Russie bascule d'une monnaie à l'autre comme ça? Et c'est là la preuve de la solidité des infrastructures monétaires chinoises. Donc la Chine a décidé de promouvoir l'utilisation internationale de sa monnaie. C'est ce qu'on appelle l'internationalisation du renminbi. Et elle a construit notamment des systèmes de paiement, des messageries, donc les infrastructures concrètes qui permettent le règlement des monnaies à l'échelle internationale. Donc là, c'est très impressionnant parce que ça veut dire que l'infrastructure monétaire chinoise est suffisamment solide pour pouvoir absorber le commerce extérieur d'un pays de la taille de la Russie. Et la Russie, c'est quand même pas une petite économie. Et surtout que ce qui est impressionnant et important
dans les relations monétaires internationales, c'est qu'il y a un effet de réseau qui joue. Plus une monnaie est utilisée, plus tout le monde est incité à l'utiliser, parce que c'est tout simplement plus pratique. Et là, ce qui se passe, c'est du coup, c'est très difficile pour une monnaie contestataire de percer. Mais une fois qu'elle commence à percer, qu'elle commence à avoir de l'influence, eh bien là, les choses peuvent basculer assez rapidement. Alors là, la monnaie chinoise, évidemment, elle n'est pas du tout en train de remplacer le dollar. N'empêche, et là, les infrastructures là, pour considérablement affaiblir déjà le pouvoir structurel, en quelque sorte, des États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas réussi à faire plier l'économie russe. À cela s'ajoute aussi qu'il y a quand même peu de pays qui ont finalement suivi l'idée de sanctions financières, mis à part quelques alliés proches des Américains en Asie et puis l'Union européenne. Il y a peu de pays qui suivent, ce qui donne autant de voies de contournement à l'économie russe. Donc, de ce point de vue-là, les sanctions ne fonctionnent pas très bien. Donc on voit à la fois que le contrôle américain sur les infrastructures monétaires n'est plus aussi fort que ce qu'il était. Et en plus, les sanctions montrent à tout le monde aussi que finalement, si vous utilisez beaucoup le dollar, ça vous rend vulnérable. Et donc ça peut mettre la puce à l'oreille aussi dans pas mal d'autres pays où les bourgeoisies nationales pourraient être amenées à se retrouver en conflit avec les États-Unis. Ils pourraient se dire, peut-être qu'on va utiliser un peu moins de dollars parce que ça nous rend quand même assez vulnérables. Donc ça montre aussi clairement que l'utilisation du dollar, elle a un coût. Elle a un coût politique. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je ne sais pas si vous avez suivi récemment les déclarations de Donald Trump qui disait que tous les pays qui ne veulent plus utiliser le dollar, on va leur imposer à 100% de taxes douanières. C'est à coup sûr la pire manière de générer du consentement dans les autres pays. Parce qu'en fait, le dollar fonctionne quand même toujours très bien. La plupart des entreprises veulent bien utiliser le dollar pour les transactions internationales. Mais les forcer à le faire, là, ils vont se dire, peut-être que c'est quand même un peu risqué, parce que si déjà maintenant Trump veut nous forcer, qu'est-ce qu'il va nous sortir si jamais il est président? Donc ça rend à la limite plus méfiant. Donc c'est typiquement là, ce qu'a fait Trump, c'est un exercice pratique, parfait de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on a des ambitions hégémoniques et quand on veut contrôler les infrastructures. Donc déjà, les États-Unis se sont assez mal pris avec les sanctions contre la Russie. Et là, Trump, évidemment, il fait encore pire.